Alors, être dirigeant d'une entreprise, eh bien, c'est pas un job comme les autres, loin de là. C'est une mission, un mandat très spécial avec ses propres règles du jeu. Un monde où la pression de la performance est constante et où les enjeux sont, franchement, immenses. Allez, on va décortiquer ensemble les rouages de ce statut vraiment unique. Pour bien piger le truc, il faut tout de suite voir une différence fondamentale. C'est un peu comme deux mondes parallèles définis par la loi algérienne. D'un côté, il y a le salarié, bien protégé par son contrat de travail, et de l'autre, le dirigeant, qui lui est lié par un contrat de mandat. Alors oui, il a l'autonomie, c'est sûr, mais sa position est par nature beaucoup plus précaire. Et là, attention, voici la phrase qui change absolument tout. C'est ce qu'on appelle le principe de la révocabilité ad nutum. Ad nutum, ça veut dire sur un simple signe de tête. En clair, l'organe qui a nommé le dirigeant peut lui dire au revoir à n'importe quel moment sans même devoir prouver une faute. C'est l'épée de Damoclès qui plane en permanence au-dessus de sa tête. Pour vraiment comprendre cette dynamique, on va suivre le parcours du dirigeant un peu comme une pièce de théâtre en 5 actes. On va commencer par son statut si spécial, puis on verra la signature de son pacte de performance, on plongera dans sa mission qui est focalisée sur les résultats, jusqu'à l'inévitable heure des comptes, et pour finir, le grand final, sanction ou récompense. Allez, c'est parti. Acte premier. On pose les bases. Qu'est-ce qui, juridiquement, fait de ce statut quelque chose de si particulier ? Alors, que nous dit la loi, plus précisément le décret 90-290 ? On ne parle pas de n'importe quel manager, hein. On parle bien du sommet de la pyramide. Le boss, le dirigeant principal, et son cercle rapproché, son équipe de direction. Et le point crucial, c'est ça. Leur relation avec l'entreprise n'est pas celle d'un salarié classique. Non, elle est régie par ce fameux régime de mandat. Qui dit statut spécial dit évidemment règle du jeu spéciale. C'est exactement ce qu'on va voir dans cet acte 2, le pacte qui va sceller le destin du dirigeant. Ce document, c'est la pierre angulaire de tout le mandat. Le contrat de performance, ce n'est pas juste un bout de papier, c'est une véritable feuille de route qui engage personnellement le dirigeant. C'est un pacte où tout est écrit noir sur blanc. La mission bien sûr, mais aussi le prix à payer en cas de succès ou d'échec. Et la force de ce pacte, c'est sa logique. Elle est implacable. On part des objectifs, on s'assure qu'on peut les mesurer avec des indicateurs précis, on donne les moyens pour y arriver, on définit comment on va évaluer tout ça, et à la fin, on dit clairement ce qui se passe si ça marche et ce qui se passe si ça ne marche pas. Zéro place pour l'ambiguïté. On entre maintenant dans le cœur du réacteur, l'acte 3. C'est là que la pression est à son maximum. Là, on touche à un changement fondamental de philosophie. Avant, on était dans ce qu'on appelait l'obligation de moyens. En gros, on demandait aux dirigeants de faire de son mieux. Aujourd'hui, c'est fini. On est passé à l'obligation de résultat. Les efforts, c'est bien, mais ça ne suffit plus. Ce qui compte, ce sont les résultats, les chiffres, ce qui est écrit dans le contrat. Et pour être sûr que les objectifs ne sont pas de vagues promesses, on utilise une méthode bien connue, SMART. Chaque objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et temporellement défini. Comme ça, un objectif flou comme améliorer la qualité se transforme en réduire les défauts de production à 2%. C'est précis, c'est chiffré et c'est surtout indiscutable. Et concrètement, de quels chiffres on parle ? Eh bien, des indicateurs financiers clés, les fameux KPIs, comme ceci. Chiffre d'affaires, résultat net, rentabilité. Mais attention, ce ne sont pas que des chiffres dans un tableau Excel, ce sont les véritables juges de paix. C'est eux qui, à la fin, diront si la mission est un succès ou un échec. Après l'action, après la mission, vient inévitablement le moment du bilan. Acte 4, l'heure des comptes a sonné. Le jugement, il ne tombe pas du ciel par surprise. Non, c'est un processus annuel, un rituel presque immuable dans la vie de l'entreprise. Ça commence avec le bilan en début d'année, ça passe par la réunion d'évaluation et ça se termine avec la validation par l'Assemblée générale. Chaque étape nous rapproche un peu plus du verdict final. Au final, la performance, ce n'est pas une impression ou un sentiment. C'est un calcul pur et dur. On prend chaque objectif, on mesure son taux de réalisation, on applique une pondération et bam, on obtient un score final. Un seul chiffre, comme ce 94% qui résume toute une année de travail. Et ce chiffre, il n'est pas là juste pour faire joli. Il déclenche une mécanique contractuelle, une machine bien huilée. Regardez cette grille. Un score sous les 60% et le mandat est clairement en danger. À l'inverse, si on dépasse les 100%, la porte s'ouvre aux récompenses. Le lien entre la performance et la conséquence est direct, froid, presque mathématique. Et nous voilà au dénouement, l'acte final, celui où tout le parcours du dirigeant trouve sa conclusion. Les issues possibles sont radicalement différentes. Pour une minorité, c'est le jackpot.
la récompense financière. Mais on voit bien que pour une part non négligeable, l'évaluation se termine par une absence de bonus, voire une menace directe sur le poste. Les enjeux sont donc bien plus élevés qu'une simple prime de fin d'année. Et il faut bien comprendre que l'échec peut vite devenir une escalade. Ça commence souvent par une sanction financière, la perte du bonus, ça peut continuer avec un avertissement managérial, puis ça peut mener à la perte pure et simple du mandat. Et dans les cas les plus graves de faute de gestion, ça peut même aller jusqu'à engager la responsabilité juridique personnelle du dirigeant. Tout ce qu'on vient de voir nous amène à une question de fond, vraiment essentielle. Le dirigeant, au final, c'est qui? Est-ce que c'est un pilote, seul maître à bord de son avion, libre de sa trajectoire, ou est-ce que c'est plutôt un représentant dont chaque action est scrutée, jugée, et qui peut être éjecté de son siège à la moindre turbulence? C'est tout le paradoxe de cette fonction.